Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Afrique, il était au Cameroun hier, il se rend désormais au Bénin. Il a choisi le Cameroun pour son tout premier déplacement, donc depuis le début de son second mandat. Il s'est plié au jeu des questions-réponses, qui est assez rare pour Emmanuel Macron avec les journalistes sur place. Il a évoqué la stratégie de la Russie en Afrique, puisque c'est ce qu'on découvre finalement, la Russie très influente sur le continent africain. Il la juge préoccupante, cette situation. On écoute le président. Naïf de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain. Elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que 2 cas, est très préoccupant. C'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières. Voilà, en fait, donc il le dit, situation préoccupante avec cette influence très forte russe sur le territoire. Il y a 2 choses. Il y a Wagner qui est donc qui agit en Afrique aux côtés de la junte militaire, notamment au Mali. Et puis il a aussi visé cet accord passé avec le Cameroun et la Russie, accord pour 5 ans. Quel est votre regard sur ce que dit le président? Situation préoccupante, donc cette influence, elle est préoccupante. Oui, une influence très préoccupante, mais depuis plusieurs années, voire décennies. Il l'évoque sans le dire en interstice. Il y avait donc des liens entre plusieurs pays d'Afrique au temps de l'URSS. Et là, ça a complètement changé de données, même d'idéologie. Je vais aller droit au but. Le premier jour de la guerre unilatérale, il a demandé d'ailleurs que les autorités africaines et notamment camerounaises Clarifie leur position. clarifient Ouais. et qualifient de cette guerre d'impérialistes et d'expansionnistes que beaucoup de pays africains ont connue. Il y a eu une fin de non-recevoir, un silence. Monsieur Paul Biya n'entendait pas véritablement la question, dit-il. Monsieur Paul Biya, il faut le rappeler, président du Cameroun, qui est là depuis 7 mandats, depuis 40 ans, mais depuis les années 60 et dans les arcanes du pouvoir présidentiel. Donc il tient le Cameroun d'une main de fer, autocratique. Et le premier jour, M. Biya n'a pas trouvé mieux sur le plan géostratégique et géopolitique de signer, malheureusement, un accord de défense avec M. Poutine qui va lui servir à renforcer, entre guillemets, sa garde prétorienne pour se maintenir, ou ce qui bruisse de manière assez dense, une alternance dynastique, son fils ou son épouse, ou même lui-même. Il a 89 ans, dans quelques mois, 90. Et c'est très préoccupant. Pourquoi? Parce qu'il y a une déstabilisation, une désinformation, certes, de la Russie, mais il y a aussi nombre d'Africains, sur les 1,2 milliard, qui ont un tropisme, une attirance pour, sans être désinformés ou déstabilisés, un choix, une option politique pour le régime de Poutine. Il y a même une poutinophilie qui est en face de ce que certains appellent l'anti-France ou anti-français. C'est pas comme ça que je le qualifierais. Ce qui est montré du doigt et stigmatisé, c'est la France-Afrique, mais c'est un système qui est co-animé, et notamment par M. Paul Biya, qui est l'emblématique incarnation de cette France-Afrique. Mais ce que stigmatisait M. Macron pour éroder, entamer, arrêter ce système de France-Afrique, il faut être deux, il faut que ce soit un mouvement réciproque, donc demander à M. Paul Biya et à d'autres autorités de jouer le jeu de ce que demande quand même la majorité des sociétés civiles qui, chaque jour, dans beaucoup de pays d'Afrique,
subissent ces pouvoirs autoritaires et des libertés bafouées, et je pourrais en dire... Très intéressant, et vous allez nous en dire plus. Il nous reste du temps, très intéressant ce que vous dites. On va revenir sur cette poutinophilie, comme vous l'appelez, en Afrique. Mais juste avant, puisque vous parlez de Paul Biya, le président camerounais, il a cherché à se justifier face à Emmanuel Macron sur cet accord passé avec la Russie, accord militaire, en disant « mais ça n'avait aucun rapport avec la guerre en Ukraine ». On regarde. La relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé. Tout cela est normal. Les gens sont évidemment préoccupés par la guerre d'Ukraine. Nous n'avons pas abordé ce problème et il n'était pas question pour nous de l'aborder. Donc c'était un acte de pure gestion d'une relation bilatérale. Voilà, comment interpréter ça? On n'a pas abordé le problème de la guerre en Ukraine. Il n'était pas question pour nous de l'aborder. Clairement, ça rejoint en fait ce que vous disiez. Il ne veut absolument pas se positionner sur cette question de la guerre en Ukraine, c'est ça? Permettez-moi de ne pas le croire. Il a 40 ans d'expérience, si je puis dire, en tout cas, fait 40 ans. Ouais. Et 7 mandats que ce monsieur est au pouvoir, des élections 2025, où il a dit juste après, il n'est pas sûr de se représenter. Ce qu'on peut dire, ce qui est assez préoccupant pour l'ensemble du continent africain, 55 pays, c'est que ça peut déstabiliser sur le plan géostratégique. Parce que, comme ça a été dit, c'est hybride. Il y a des accords de défense signés, mais qui arrivent, ce sont des mercenaires. Si la France, qui a des accords de défense aussi, avec des régimes, des pays africains, on va prendre Barkhane. Si, au lieu d'envoyer l'armée officielle, la France avait envoyé des mercenaires, ça aurait été un tollé, mais justifié, légitime, en Afrique et ailleurs. Et là, c'est accepté. C'est accepté. C'est même parfois, il y a même une ola parfois populaire, pas tous, hein, parce qu'il y a des... Pour les militaires de Wagner? Pour les militaires de Wagner, mais par l'intermédiaire de Poutine, même si Poutine dit avec Lavrov que ce ne sont pas... mais personne n'est dupe. Même le Kidam qui traverse à Brazzaville, Abidjan ou Bamako. Parce que Paul Biya, il ne signe pas avec la Russie, en fait. Dans les faits, je veux dire, sur le terrain, il signe avec Wagner. Et il signe avec Wagner pour le défendre, lui, pour protéger son pouvoir, d'une part. Le processus est le même, à peu près, dans chaque cas. Et il signe aussi pour une sale guerre, la guerre qu'il mène dans le nord-ouest du pays contre les populations anglophones, et dans laquelle il a besoin de supplétifs, de soldats bien formés pour mener cette guerre. Et a priori, autant qu'on sache, le général pourrait nous le confirmer, la France n'aurait jamais accepté ce type de situation. Les accords de défense français ne sont pas faits pour ça. Est-ce que vous êtes surprise, Ala, en tant que franco-ukrainienne, je le précise à nouveau, d'apprendre qu'il y a cette poutinophilie pas pour tous, en Afrique, pas pour tous, ne généralisons pas. Elle est tellement contradictoire, c'est pour cela que je la souligne. Visiblement, voilà, en fait, je ne suis pas du tout surprise, parce que ce que se passe en Afrique, c'est un peu l'écho de ce que la Russie fait dans le monde entier. La Russie, ça fait des années qu'elle investit, surtout avec l'arrivée de Poutine au pouvoir, il faut le préciser aussi. Ils investissent des milliards de dollars ou d'euros ou des devises locales en cette propagande qui crée des images, qui crée juste une sorte de fantasme qui n'a rien à voir avec la réalité. Déjà, l'image de Poutine est créée comme un homme fort, comme un homme peut-être qui tient son État dans une situation de justice un peu abrupte, mais quand même il y a la justice, ce qui est tout à fait faux. Et les Africains, le problème, je pense qu'aucun dirigeant africain n'est dupe de la situation. Ce sont des gens quand même qui sont intelligents, qui regardent ce que se passe et ils comprennent très bien le caractère de cette guerre, l'agressivité de la Russie, le caractère impérialiste de la guerre, mais aussi pour moi le problème de l'Afrique. Vous savez, c'est comme dans la situation, je parle sous votre contrôle, monsieur, mais c'est comme dans la situation quand quelqu'un est affamé, on dit pour l'aider à sortir de la famine, ne lui donnez pas à manger, apprenez-le à chasser ou à faire la pêche, à produire sa nourriture. Et l'Afrique, ça fait des années qu'elle est un peu suspendue à toutes sortes de donations, d'aides, de subventions de l'Occident pour
pour survivre, etc. Pour moi, l'Afrique aussi doit prendre un peu son destin en main, et ça lui destin en main pour construire un peu leur indépendance, notamment financière, et construire peut-être les États plus démocratiques où il n'y a pas ce genre de dynastie qui subsiste pendant des dizaines d'années au pouvoir, pour aussi être indépendant de régimes aussi totalitaires comme la Russie qui vient et qui les aide aussi d'une manière militaire par le biais des milices comme Wagner à maintenir leur régime tout à fait d'une manière qui est un peu hors la loi. Mais voilà, la problématique, et la Russie, elle a senti cette faiblesse en Afrique, qu'elle utilise à tout va, et avec le résultat que nous voyons même au Mali, où la France est poussée dehors au profit de Wagner aussi, de cette armée privée de C'est un peu Kremlin. ce que dit d'ailleurs Emmanuel Macron, et je sais qu'il y a beaucoup de réactions sur le plateau. La Russie a un agenda africain qui n'est pas pour le bien-être de l'Afrique et des Africains, mais qui est un agenda qui se nourrit des déstabilisations et qui cherche à fracturer le monde. Effectivement, la Russie, Jean-Claude Félix Tchikaya, profite des faiblesses aussi politiques de l'Afrique ou de certains pays africains. Alors la Russie profite des vulnérabilités causées, organisées par les États autoritaires. Monsieur Billard l'est l'incarnation emblématique. Ce n'est pas des décisions d'affamés, parce que ce ne sont pas les peuples, pour certains, qui ont malheureusement des problématiques sociales et économiques. La conscience politique, la géopolitique des peuples est très puissante dans les 55 pays. Ils essaient, et parfois des opposants sont embastillés, comme au Cameroun, ou sont malheureusement dans des espaces où on ne ressort plus. Et il y a bien une foultitude de partis qui essaient, depuis des décennies, de combattre ce type d'horizon politique au quotidien. Sauf que, même pour certains qui sont aussi dans les oppositions, mais qui ont un tropisme vers Poutine, ils sont complètement pris dans leur contradiction, j'allais dire opposition. Je donne un exemple. Poutine soutient aussi le pouvoir militaire soudanais qui massacre chaque vendredi les manifestations pro-démocratiques des jeunes et des moins jeunes qui se battent. Ils se sont débarrassés d'Omar el-Béchir, sauf que sa suite politico-militaire reste au pouvoir, a confisqué la révolution qui est au péril de la vie de dizaines de milliers de Soudanais. Donc, ses frères et cousins et voisins de ce que font nombreux dans la géopolitique des peuples en Afrique, c'est comme ça que je le nomme. Et en même temps, comment être pour avoir une vision progressiste, liberté publique et politique contre des régimes autoritaires, je citais tout à l'heure M. Biya et autres, et en même temps être aussi avec Poutine pour se servir de la force, comme au judo, de la force géostratégique de M. Poutine pour peser dans cette diversification, de politique de diversification économique, géopolitique, géoéconomique, certes, mais ça sert dans une certaine duplicité, comme l'a dit M. Macron, il parle d'hypocrisie, il va encore plus loin, c'est-à-dire que les États autoritaires disent à ces sociétés, je suis aussi avec Poutine, et regardez, je mène des accords. Sauf qu'ils renforcent leur pouvoir et cette garde prétorienne qui va massacrer encore des manifestants. Donc ça ne fait pas que procrastiner ou différer des changements de pouvoir avec une liberté économique, c'est que ça met au péril de leur vie chaque citoyen, et chaque jour, c'est un jour de plus. Ça fait 40 ans que ce monsieur est là, il est là, et il s'en trouve renforcé avec une puissance géopolitique mondiale. Et écoutez, et je vous fais réagir juste derrière, Général, ce que dit Emmanuel Macron, qui essaye de prévenir, d'informer aussi les Camerounais qui l'écoutent. Hier, il leur dit, voilà, avec Poutine, ça ne se passerait pas comme ça. En gros, regardez la séquence. Il y a une crise des démocraties libérales, je le disais. Mais elle est utilisée par des démocraties libérales ou des régimes autoritaires pour faire croire que ce serait la même chose ou que ce serait mieux. Si vous tombez dans ce piège, c'est fini.
Je veux dire, c'est pas avec le président Poutine ou avec d'autres que vous ferez ce genre de débat, je vous le dis en toute sincérité. Voilà, ça ne se passerait pas comme ça avec Poutine. Vous souhaitiez réagir, Général? Oui, je voulais simplement réagir. Le Cameroun est un exemple intéressant parce que, alors vous dites qu'il y a un régime qui est autocrate, c'est tout à fait vrai. Le Vladimir Poutine, c'est la solution facile pour les autocraties, pour leur permettre de rester au pouvoir, pour gérer leurs intérêts personnels, etc. Mais moi, ce que je vois d'un point de vue militaire, c'est que le Cameroun aussi, donc un accord de défense entre M. Poutine et M. Biya, le président Macron y est dans la foulée. Le Cameroun, c'est la façade maritime pour entrer le matériel lourd vers l'opération Barkhane. C'est-à-dire qu'on comprend bien que le Tchad, qui est le centre, là on est installé à N'Djamena, et puis ensuite à la bande sahélo-saharienne, n'a pas de façade maritime, et c'est par le Cameroun que tout arrive. Donc ce pays a une importance stratégique tout à fait considérable pour nous permettre de continuer cette opération. Tout ce qui n'est pas transportable par avion doit arriver par voie maritime. Donc ça, il est très très important de le dire, et c'est la raison pour laquelle je pense que ce n'est pas un hasard si le président Macron vient directement vient au Cameroun pour faire pièce aux environs, aux ambitions plutôt de M. Poutine. Petite réflexion, parce que vous le disiez, pour venir à cette poutinophilie, comme vous l'appelez en Russie, face à un sentiment plutôt anti-français qui s'est mis en place, par exemple, au Mali. Je ne qualifierais pas d'anti-français, c'est vraiment le système, parce que tous les Français, on pourrait aller se promener tous ensemble à Brazzaville, à Dakar, Alger ou à Libreville. C'est bien un système qui est montré du doigt. C'est une philosophie, une représentation des Africains qui est à chaque fois erronée. C'est bien une exigence de changement de prisme et de paradigme à l'égard aussi de M. Macron, qui a commis quelques erreurs dans ce champ où il parlait aux Africains avec un réflexe tutélaire. C'était limite hier. Oui. On va vous expliquer qui est Poutine. Ils savent qui est Poutine. Donc pourquoi l'expliquer aux Africains et pas aux personnes qui habitent à Douai, Londres ou Washington. Donc ils sont tout à fait conscients et encore plus conscients parce que quand on est dominé, multi-dominé, notamment depuis des mandats, on est encore plus vigilant et sur le plan intellectuel. Il y a bien sûr une désinformation russe qui agit sur les réseaux sociaux notamment, la force Wagner sur Internet, ils ont fait en sorte de diffuser des messages de groupes anti-français sur Facebook, etc. Et ils ont essayé de chasser, c'est ça, les Français aussi, je pense au Mali notamment. Alors au Mali, c'est autre chose. La junte au pouvoir est très populaire parce qu'elle est vécue comme libératrice. Pareil en Guinée et ailleurs. Parce qu'ils avaient des autorités qui étaient autoritaires. Et là, pour l'instant, on est au milieu du gué. Donc la popularité de ces pouvoirs reste. Hier, il y a eu des négociations avec l'ONU. Ça se passe bien, il y a un dialogue. Et d'ailleurs, la France, sur le plan géopolitique et diplomatique, va reprendre des négociations avec le Mali. La France ne peut pas se fâcher ad vitam aeternam, peut-être pas tout de suite avec les autorités. On verra ce que va advenir la vie politique et diplomatique et géopolitique avec le Mali. Mais le Mali est aussi géostratégique encore plus qu'en Afrique centrale. Le Cameroun, le Mali, c'est 3 fois grand comme la France. Mais ce qu'on peut dire, ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur, assez justement, au Cameroun, il y a aussi une partie des Camerounais qui sont ostracisés. C'est le Cameroun dit anglophone. Hier, il y a eu des accords signés, en tout cas une volonté de M. Biya, de s'appuyer sur un financement aussi de la France pour sa politique de décentralisation. Mais cette politique de décentralisation, elle doit s'accompagner de la fin de cette ostracisation de cette partie-là du Cameroun. Parce que l'ensemble des Camerounais veulent vivre ensemble et de manière souveraine. Donc pas avec une partie d'eux-mêmes, et notamment anglophone, qui soit ostracisée. Donc cette politique de décentralisation, elle va être cofinancée, en tout cas par la France et d'autres. Où vont aller ces deniers? Est-ce qu'ils vont servir à une répression militaire plus grande? Ou vraiment à la fin de l'ostracisation et à un développement de cette partie du Nord qui rejoint
l'ensemble du Cameroun? C'est bien la question. La France peut être prise malheureusement au Schématiquement, piège est-ce de que ce ça ne va pas boomerang. servir à payer Wagner, tout simplement? Aussi. C'est un atout que Paul Biya peut dégainer pour régler le problème dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, avec des provinces qui sont quand même... il y a quand même eu 1000 morts de chaque côté. Oui, c'est un conflit grave qui dure depuis 5 ans. Très grave. C'est un conflit important dont on a très peu parlé. Dont on a très peu parlé. Juste plus globalement quand même, Ala, vous souhaitiez réagir. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé, quand on fait un peu le bilan là, l'influence moi j'ai l'impression qu'on découvre un peu l'ampleur de l'influence russe en fait dans le monde. On a eu tendance à regarder cette guerre avec notre prisme purement occidental, européen, et on se rend compte, on y a eu la réunion à Téhéran, Iran, Turquie, Russie la semaine dernière, la Chine du côté des Russes, une Afrique en partie tournée également vers la Russie. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé en fait l'ampleur là, de l'influence russe dans le monde ? Bien évidemment, l'Occident a complètement sous-estimé cette influence de la propagande, parce qu'il faut dire que c'est vraiment la propagande qui est construite, il y a un plan d'action, il y a des gens qui agissent, il y a les délais, il y a des objectifs à atteindre. C'est un vrai programme de la Russie contre le monde entier. Et nous disions ça depuis des années, en commençant déjà, en faisant un accent sur le Brexit. On a vu les influences des réseaux sociaux aussi dans des différents processus démocratiques en Europe. Et quand on voit aussi l'argent surtout qui est investi par la Russie dans la propagande en Afrique, on n'est même pas étonné de ce qui se passe. Mais il faut seulement vraiment saluer la prise de conscience du président français de cette propagande, aussi la mise en garde des dirigeants africains devant le danger à venir. Et vous savez, on voit cette puissance de la Russie aussi, comme j'ai lu récemment, c'est-à-dire hier, Joseph Borrell qui a parlé... chef de la diplomatie européenne. Oui, qui a parlé justement, elle dit quand Lavrov va en Afrique pour parler des problèmes africains et accuser l'Europe et les sanctions européennes dans ces problèmes économiques africains, tout le monde reprend ses paroles. Quand moi, Joseph Borrell, je vais en Afrique pour dire le contraire, personne ne l'écrit nulle part. Alors, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il y a une forte influence quand même de la propagande russe. Et on terminera là-dessus sur cette question-là. Merci beaucoup Jean-Claude de Félix Chikaya, c'était passionnant.